Bonjour, je suis Laura Calous, life coach et consultante de féminité, passionnée de géométrie sacrée. Et aujourd'hui, avec Liliana Isabella. Bonjour Liliana, Bonjour, bonjour à tout le monde. on a encore des surprises pour vous. C'est quoi la surprise aujourd'hui? Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Liliana Isabella Aposto, violoniste et musicologue, docteur en art. Aujourd'hui, nous allons parler de la musique et de la géométrie sacrée. Oh là 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 là, ça c'est Et on vous souhaite une très bonne émission. bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Deux Roumaines Euh, qui parlent en français, ça c'est sympa. alors, Tu sais, aujourd'hui, ça me rappelle une interview de Sergiu Celibidache que j'ai vu plusieurs fois. C'est pas que peut-être on est à l'honneur. Si je me rappelle ça, Sergiu Celibidache, un grand musicien, qui parlait aussi de, peut-être pas de la géométrie sacrée, mais il parlait de la spiritualité. Voilà, on continue cette idée qu'en fait, la vie ou les arts sont pas le peintre dans son atelier, le musicien avec ses instruments, la géométrie sacrée ou le coach, en fait, tout est lié. Et c'est ça que j'ai appris avec la fleur de vie. Quand on est tous liés ensemble, il y a pas, on ne peut pas vivre séparément. ça Impossible. c'est Et clair. on se rencontre à un niveau, euh, à un autre niveau, on se rencontre, on a des points communs. Et c'est ça que tu as trouvé prise pour aujourd'hui. Ou peut bien. Alors, merci pour cette introduction. Et ça tombe bien puisqu'on ne s'est pas mis d'accord du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Laura nous parle de Sergiu Celibidache, en français Serge Celibidache, qui est un grand chef d'orchestre roumain. Et figurez-vous, nous sommes nés dans la même ville en Roumanie, la ville qui s'appelle Roman. Donc, Ah bon? Roman, c'est la ville dans laquelle nous deux sommes nés à un certain intervalle, puisque voilà, il a fait sa vie dans la deuxième moitié du XXe siècle. Moi, je ferai la mienne dans la première du XXIe. Donc, oui, c'est un musicien roumain qui a été célébrissime et surtout pour sa manière d'interpréter les œuvres orchestrales. Alors, je profite aussi pour dire qu'aujourd'hui, c'est un jour très, très important pour moi, étant le 14 mai. Eh bien, le 14 mai 2014, j'ai publié mon livre sur la violonistique populaire roumaine dans les œuvres de Béla Bartók et de George Enescu. Aujourd'hui, ce livre a 6 ans. Félicitations. Merci beaucoup. J'invite nos amis français qui n'ont pas encore feuilleté se le procurer ou bien s'ils veulent, je pourrais leur transmettre en format électronique. Mhm. Et On va mettre le lien sur, je mettrai le lien sur pour ici on s'en occupe. Je m'en occupe de ça. pouvoir donc se procurer s'ils le souhaitent. La partie technique, tu as compris, ben, tu vas faire ça après l'émission. D'accord. Parce que c'est assez important quand même de populariser aussi notre patrimoine roumain. Aujourd'hui, nous parlons en français pour les amis français qui m'ont demandé au fil de l'émission euh, de leur traduire ou bien de leur faire un résumé de ce qu'on a discuté, puisque c'est très intéressant. Je rappelle que nous avions eu comme invité la meilleure soprano actuelle du monde, Elena Moshuk, une très grande soprano, une très grande chanteuse. Et nous avions eu aussi Alexandru Nucă. Bientôt, vous aurez peut-être le rendez-vous, enfin, l'interview en ligne. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai pensé vous parler d'un compositeur que j'adore et qui s'appelle Franz Schubert. Alors, Franz Schubert, je suis en train de relire une de ses biographies. Voici son portrait. Et je commence par vous lire
un petit extrait de l'introduction pour situer un petit peu cet esprit, puisque pour moi, les personnes qui sont décédées restent en esprit. Reste Ils ont quelque chose. toujours entre nous. Ils sont parmi nous. Pour moi, Schubert, c'est un ami de tous les jours puisque je joue régulièrement ses œuvres. Et aujourd'hui, je prépare un projet de concert, peut-être même des enregistrements, avec une jeune pianiste que je salue, Candice, qui est à Marseille. Et donc, nous allons travailler sur l'arpeggione que je vous présente un petit peu plus tard. Alors, lecture du passage en question. Schubert est de la race des Chopin, des Watteau, des Verlaine, race animiste, féminine et chère aux femmes, qui admirent ceux qui les complètent, mais qui aiment ceux qui leur ressemblent. Celle des êtres pour qui le déplacement imperceptible d'une ombre de feuillage sur le sol, le tremblement d'une image végétale ou d'un rayon de lune dans un espace liquide signifie plus que leur reflet ou qu'un mirage, le frisson, l'ombre, la lumière de leur propre cœur. Aussi, je me permets d'avancer un petit peu pour vous dire que Franz Schubert, il est né quelque part à Vienne et la maison porte l'enseigne de l'écrevisse rouge. Elle était assise dans un faubourg de Vienne dont la rue s'intitulait Porte du ciel. Je crois qu'il n'est pas né par hasard dans cette rue-là. Donc, il est né entre le ciel et une bête aquatique. Magnifique. Alors, avant de vous proposer mon analyse, puisqu'on parle souvent en musicologie, il faut enseigner l'analyse musicale, il faut enseigner la chanson, il faut enseigner, je ne sais pas quel courant esthétique du 20e, du 21e, etc. C'est, à mon avis, inapproprié. Ce terme analyse, puisque chacun a sa vision des choses. Je regarde un tableau, j'ai ma vision, ma façon de l'interpréter, autant mentalement que musicalement. Si je parle d'une partition, chacun a sa perception, une réalité différente. Tout ce qu'on peut enseigner, par exemple, aux étudiants aujourd'hui, aux élèves, en ce qui concerne l'analyse musicale, c'est une méthode, une méthodologie. Certainement, il y a des points de repère qu'on doit connaître, qu'on doit assimiler, qu'on doit intégrer, mais l'analyse reste un livre ouvert. Voilà. Je donne la parole à Laura qui va vous expliquer quelques notions très simples mais fondamentales de la géométrie sacrée. Tu veux que je commence avec le premier cercle de la fleur de vie? D'accord? En fait, les premiers cercles. Pour moi, la découverte de la géométrie sacrée, ça a commencé avec la fleur de vie. Et parce qu'aujourd'hui, tu parlais quand tu fais 6 ans de ta publication. Il n'y a rien anodin. Dans le premier pas, quand on dessine la fleur de vie, on retrouve la graine de vie. La graine de vie, elle a 6 pétales, d'accord? Et ça, c'est la base de la géométrie sacrée. Les premiers pas, on peut dire qu'il y a jamais, ça n'existe pas des fruits s'il n'y a pas de graines. Si on ne connaît pas la graine, on ne peut pas avancer dans la vie. Et en plus, dans la graine de vie, qu'est-ce qu'on retrouve? Un symbole très connu dans le monde entier, c'est le symbole Yin et Yang. Il est toujours dans la graine de vie. Et après, que je trouve intéressant de Akazuneto. Alors, merci pour... C'est bon. Je voulais te montrer encore quelque chose. Ça a été coupé. Ça a été coupé juste un instant, mais c'est pas grave. D'accord.
Si on prend la graine de vie et on la multiplie dans 2 fois ou 3 fois, on arrive à avoir ça, cette image magnifique qu'on appelle torus. C'est une graine de vie multipliée par 3. C'est le dessin que fait comme ça. Il y a des images magnifiques qui, en fait, elles font partie de nous. Nous, toute la vie entière sur la Terre commence avec la graine de vie. Ça te parle, ça? Ça fait sens pour ton explication musicale? Oui, évidemment, ça fait sens et je vais vous expliquer tout à l'heure. D'ailleurs, ce qui est étonnant, tu parles de la fleur de Taurus que je ne connais pas encore très profondément, qui fera 18 pétales, si je comprends bien. 6 fois 3, 18, oui, tu as raison. Eh bien alors, moi, je peux dire que c'est encore un jour de chance puisque, bon, bientôt c'est 18 mai, donc moi, je suis née en 18 mai. Donc, pourquoi le multiple de 6? Pourquoi? Pourquoi le multiple de 6? Mais malheureusement, je ne me vois pas, je ne sais pas pourquoi. Technique, service technique, je te vois très bien. L'enregistrement, il est pas mal. Ça marche. Je te montre encore une fois la graine de vie. Peut-être ça t'inspire. Tu te vois maintenant, ça va? Ah oui, c'est très très beau. Moi, je la vois, mais je ne me vois pas moi. J'espère que nos spectateurs C'est bon, arrivent à... t'inquiète pas. Voilà. Tout va bien, l'image, elle est parfaite. Alors, 6 ans. Alors, 6 fois 3, 18. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi multiple de 6? nu e nimic, se întâmplă. Ça va, on continue. Alors, en rapport avec ce chiffre 6, avant, je ne m'intéressais pas vraiment à la numérologie ou à des sciences comme ça. Mais en analysant et en jouant des œuvres de musique, je me rends compte que les chiffres, les numéros ont leur importance. Alors, par exemple, dans le genre qu'on appelle sonate. Sonate, c'est une œuvre assez complète en plusieurs mouvements, c'est-à-dire elle peut avoir 3 mouvements, 4 mouvements. Si on regarde celle que j'ai choisie aujourd'hui, Arpeggione de Schubert, elle a 3 grands mouvements. Elle est composée en 1824, dédiée à Johann Georg Stauffer, luthier, inventeur de l'instrument qui porte le nom arpeggione. Cet instrument est un hybride, il ressemble au violoncelle, mais il a 6 cordes frottées qui sont accordées comme les cordes de la guitare, mi, la, ré, sol, si, mi. Cet instrument va disparaître assez rapidement, même si on le surnommait guitare d'amour. Guitare d'amour, c'est très joli. Franz Schubert, qui a vécu de 1797 à 1828 à Vienne, va mourir donc avant la publication de la partition qui aura lieu en 1871 à titre posthume. Cette œuvre a été jouée par l'arpeggione juste pendant la vie de Schubert, qui trouvait cet instrument, même si le son il est un peu rugueux et pas très très agréable, on n'a pas perpétué la tradition de cet instrument. On a réalisé donc des transcriptions. Il y a des transcriptions pour violon et piano, pour violoncelle et piano, et même j'en ai vu pour flûte et piano. Bon, c'est un choix des arrangeurs transcripteurs. Je reviens pour vous expliquer rapidement. La composition est de genre sonate, pour arpeggione donc et pianoforte. Œuvre lyrique par l'emploi des thèmes mélodiques d'une très très grande beauté, elle comporte 3 mouvements. Allegro moderato, en forme de sonate, dans laquelle se confrontent un thème masculin et un thème féminin, même si chez Schubert, la part féminine est prédominante.
Le deuxième mouvement, Adagio, en forme de lied, très mélancolique et chantant. Et le troisième mouvement, sur lequel je me suis penchée plus aujourd'hui, en forme de rondo sonate, à laquelle on va s'intéresser. Alors, qu'est-ce que c'est le rondo sonate? C'est une partie ou un mouvement d'une œuvre plus grande. Habituellement, on va la jouer en fin d'œuvre. C'est le final. Pourquoi? Parce que le rondo, c'est quoi le rondo? C'est une forme très commune qu'on a l'habitude de pratiquer depuis le Moyen Âge. C'est comme les chansons, c'est comme la petite ronde dansante. Donc on a un refrain qui va revenir de manière régulière et des couplets insérés par-ci par-là pour varier un peu. Voilà. Alors, à partir de Mozart, Beethoven, de l'époque classique, on va développer ce genre de mouvement pour finir les sonates, voire les symphonies, parce que c'est très joyeux. Et on a ce refrain. Et donc, on a fait un genre de hybridation entre la sonate, avec les deux thèmes qui se confrontent, et le rondo, avec ce refrain régulier. Eh bien, comment cela se présente dans l'arpeggione de Schubert? Tout d'abord, il va commencer par le refrain. Le refrain en tonalité de la majeure, une tonalité solaire, ouverte. Si vous me permettez, je vais vous jouer le refrain de ce troisième mouvement. J'ai deux violons aussi. J'ai un violon qui a un son beaucoup plus clair, mélodieux. C'est mon violon féminin. Et j'ai un violon qui a un son un petit peu plus grave, plus rempli d'harmonique. Et donc, c'est mon violon masculin. L'idéal serait d'avoir un mixte des deux, mais pour le moment, ce violon n'est pas arrivé dans ma Est-ce que je peux te poser une petite question technique? Tu as parlé de cette sonate qui a trois mouvements. Il y a un thème masculin, un thème féminin. C'est qui? Là, c'est déjà dans le refrain du rondo, puisqu'on va voir, il est agencé d'une manière très intéressante. Il aura le chiffre 6, dont nous parlons aujourd'hui. Donc, il aura un refrain, un couplet, un refrain, un deuxième couplet, un refrain, un troisième couplet et une petite coda qui va clôturer le tout. D'accord. C'est le schéma global que j'expliquerai au fur et à mesure. Je commence par vous jouer avec mon violon féminin le rondo de ce mouvement. Alors, besoin peut-être d'un tout petit ajustement de la caméra. Voilà. Service technique, c'est bien. On te voit bien. Nous voyons notre partition. Et voici mon violon féminin qui est réalisé par un luthier de Nice. Merci Denis Declercq. Donc, nous allons interpréter le thème féminin suivi par le thème masculin et le petit thème féminin qui revient. Tout ça, ça fait le refrain du rondo. C'est comme le refrain d'une chanson.
Ça, c'était donc le refrain qui précède le premier couplet. Alors, on remarque déjà la structure géométrique de la partition qui est de type classique. C'est-à-dire qu'à l'époque classique, celle de Mozart, Beethoven, Haydn un peu avant, Schubert un peu au début, puisqu'il est considéré comme romantique, on pratique ce qu'on appelle la carrure. Ça veut dire quoi? On a un thème qui est assez long, mais qui peut être découpé en plusieurs sections. Dans notre cas, le thème a 3 volets, comme on a entendu. Le premier volet, le thème féminin, le deuxième volet, le thème masculin, le troisième volet, la reprise un peu variée du premier thème féminin. Alors, chaque volet est découpé à son tour en des sections encore plus petites. Par exemple, une phrase qui s'appelle l'antécédent, qui fait 8 mesures, la voici. Et le conséquent, qui est la partie suivante qui va clôturer notre phrase musicale. Et 8. Nous avons donc une période plus grande de 16 mesures. Notre schéma sera donc en grand A, le thème féminin, 8 plus 8 mesures, ça fait 16. En thème masculin, 4 plus 4 mesures, ça fait 8. Et la reprise variée du thème féminin, qui fait 8 mesures plus 8 en guise de coda, mais qui va ouvrir sur le premier couplet. Le premier couplet, je prends mon deuxième violon. Comme ça, vous entendez les deux. J'ai hâte d'écouter l'autre violon qui peut... on va voir si je sens vraiment la différence entre le son féminin et le son un peu masculin. Ça doit être un peu plus dur ou plus gros. Il est différent, il a une résonance différente. Mais, mon violon féminin est une commande faite en luthier français en 2004. Et mon violon roumain, il n'est pas signé. C'est un luthier inconnu. Je l'ai trouvé, je ne peux pas dire par hasard, parce que je suis allée le chercher. En fait, il était sur un site de vente de Roumanie. Et j'ai vu son dos, je me suis dit, il est très beau. Je crois que ce violon a quelque chose qui m'attire. Bon, voilà. Et à cette époque-là, j'avais des conférences un peu partout en Roumanie. J'ai profité d'une conférence pour appeler le propriétaire, qui était un violoncelliste roumain qui avait joué pendant longtemps à Zurich, là où il y a Elena Mochouk, dans l'orchestre. Alors, tu préfères lequel de tes violons? Je ne peux pas dire que j'ai une préférence pour l'un ou l'autre, ça dépend du répertoire, ça dépend de la salle dans laquelle on joue, puisque justement, c'est une bonne parenthèse, merci Laura. Il y en a qui disent, peu importe l'instrument sur lequel tu joues, ça n'a pas d'importance. Si, puisque contrairement à la voix humaine, qui est la même, un instrument n'est pas une voix, il est unique. Chaque timbre est différent. Voilà. Et même pour un chanteur, peut-être en fonction du répertoire, il a une façon de chanter, une façon d'articuler une technique. Pour un instrument à cordes, comme le violon, c'est pareil. Alors, voici mon violon roumain, le garçon. C'est joyeux, hein? Alors. Tu m'amènes dans un monde, tu sais, j'ai l'impression d'avoir Léonard de Vinci à côté parce que c'est lui qui a beaucoup étudié la structure de la flûte et
Et c'est lui qui a fait la liaison entre les pétales de la fleur de vie et la musique, le son musical. Et ça, Oui, donc déjà, tu à la Renaissance, m'amènes aujourd'hui dans un monde, pour moi, inconnu, mais je sens que c'est très connu. Inconnu, mais très ah, connu. oui, évidemment, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Je vous joue le premier couplet, qui est très joyeux, très ludique, très enfantin. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'avec Laura, quand on dessine la fleur de vie, qu'est-ce qu'on fait? On devient enfant. Eh bien, dans l'esprit, Schubert, comme je vous ai dit, c'est un esprit plutôt féminin, mais il a aussi une joie enfantine, un peu mozartienne, je peux dire, espiègle. Et là, il n'y a que ça, la joie, l'exubérance, même si la tonalité est mineure. Ça, c'est un peu paradoxal, par contre. Vous entendez la profondeur? Et si je fais la même chose avec l'autre violon, ou plutôt la suite, comme ça je ne vais pas vous arrêter là. Et je reviens au refrain. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est le jeu des tonalités. Ça, on n'a pas encore abordé en géométrie sacrée. C'est-à-dire que il y a un passage comme ça d'une tonalité à l'autre. On peut assimiler ça au chromatisme, enfin, aux couleurs qu'on utilise dans la peinture, au jeu des couleurs. D'accord? Donc, en musique, on appelle cela des modulations ou bien des transpositions. C'est-à-dire, on a un thème qui est dans une tonalité et qui sera intégralement transposé plus haut ou plus bas. Donc, on change la tonalité. Cela implique un changement de couleur, un changement de sonorité. Dans ce rondo sonate final de l'arpeggione de Schubert, il va utiliser principalement la tonalité solaire masculine, exubérante de la majeure, mais des tonalités aussi complémentaires comme les couleurs. Par exemple, le premier couplet, il est en ré mineur, mais il est assez joyeux en tant que rythme, en tant que façon de construire son couplet.
Le deuxième couplet sera en mi majeur, une autre tonalité complémentaire. Donc, il y a ce qu'on appelle dans la musique les cycles de Kant. On va vous faire une autre émission qui est très intéressante aussi sur le cycle de Kant, c'est-à-dire la spirale musicale en rapport avec les tonalités. Ce que j'ai à dire aujourd'hui seulement, il parle de la majeure, il va utiliser le ré mineur, donc si on fait la, sol, fa, mi, ré, c'est la quinte descendante. Il va utiliser le mi majeur, qui est la quinte ascendante, la, si, do, ré, mi. Donc ce sont les deux tonalités autour desquelles il va travailler l'agencement entre le refrain et les couplets. C'est très intéressant. Alors, le troisième couplet, le dernier de la sonate en question, sera en la mineur. C'est quoi le la mineur? C'est l'homonyme, c'est-à-dire la tonalité majeure masculine avec ses spécificités, la tonalité miroir, sombre, féminine, le mineur. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, je vous ai assez expliqué. J'espère avoir éveillé votre curiosité intellectuelle et musicale. Et je laisserai Laura finir avec une petite conclusion en géométrie sacrée liée donc à ces chiffres qu'on a utilisés aujourd'hui. C'est-à-dire le 6, 3, 8, 18. Liberté à Laura. Tu m'as fait un cours de musique assez super intéressant. Je comprends maintenant pourquoi toute ma vie j'ai rêvé de chanter, jouer au piano. Et, Pourquoi pas? tu parles des gammes complémentaires dans les couleurs. On a toujours des couleurs complémentaires que j'adore d'ailleurs. J'utilise dans mes tableaux. Quand tu joues, je vois quelque chose de très joyeux. Oui, c'est d'ailleurs ça. La géométrie sacrée, quand on est en train de dessiner avec le compas la fleur de vie et tous les autres éléments qui sont liés à la fleur de vie, on réveille toujours l'enfant intérieur. Ah oui, et on amène à l'intérieur de nous un équilibre, une harmonie qu'en fait on recherche tous. Et cette harmonie, ça nous aide à nous centrer, à retrouver notre foi. C'est le but de notre vie. Moi, je peux le dire aujourd'hui, après des années d'expérience, que chaque être humain cherche en fait ça. On est toujours à la recherche de quelque chose. Au début, on recherche, l'enfant, il veut devenir adulte, l'adulte, il veut devenir riche, on cherche l'argent, la maison, le couple, les enfants, je serai pour être heureux. En fait, oui. Chaque être humain cherche à être heureuse sur Terre. Et ça veut dire quoi être heureux? Être en harmonie à l'intérieur, en soi-même, avoir en harmonie ces deux parties qu'on peut dessiner dans le cercle yin-yang. Okay? Chaque être humain cherche une harmonie entre sa partie féminine et la partie masculine. Quand on retrouve ça, le moment qu'on va accepter ça, c'est le bonheur. Par l'intermédiaire du dessin, avec l'aide de la couleur, avec l'aide de la musique, nous on arrive à retrouver cette harmonie intérieure du féminin masculin. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire on arrive au même endroit, le soi-même, la source, la batterie intérieure, en utilisant plusieurs arts, la musique, le dessin, la couleur, la danse, le chant. C'est extraordinaire. Je pense que nous, c'est ça qu'on fait ici avec cette émission. On veut montrer aux gens parce qu'avec les arts, en utilisant les arts, on va réussir à se retrouver soi-même. Pourquoi? Pour être heureux. Merci.
C'était très, très Merci beaucoup, concluant. Liliana. Oui. Isabella, c'était une merveille d'écouter la pièce de Schubert. C'est vraiment, peut-être on va mettre aussi un lien pour écouter toute l'œuvre. Ça fait du Oui, bien. c'est très joli. En fait, voilà, moi, je suis frustrée puisque je joue toute seule dans mon coin pour le moment. Oui, C'est plus intéressant lorsqu'on a un piano qui accompagne parce qu'il y a aussi un dialogue entre les deux instruments. J'ai pas pu l'évoquer ici puisque je suis pas pianiste, donc je peux pas le faire moi-même. Mais lorsqu'on va écouter l'œuvre, effectivement, dans sa complétude, mm, parce qu'elle est créée pour un instrument et pour un autre qui l'accompagne. Il y a le dialogue donc des deux. Euh, Là, on perçoit d'une façon tout à fait différente. Moi, je vous ai donné schématiquement quelques éléments pour entendre un petit peu l'analyse que j'ai consacrée à cette œuvre. On vous remercie pour aujourd'hui, chers amis, et on espère vous retrouver dans une autre émission, peut-être avec d'autres invités, puisque mm. le but, c'est aussi d'inviter des amis musiciens, des amis peintres, des amis qui font de la littérature, pourquoi pas, pour partager avec vous nos expériences, notre façon de voir l'art et de se retrouver au final, sans même. À bientôt. À très bientôt.